Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission. Ce qui fait débat sur Gabon 24 avec nos invités pour aborder cette question relative aux sanctions du Gabon au sein de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Vous le savez, le siège reste à Libreville, mais les sanctions demeurent. Une problématique que nous allons analyser avec Thierry Essam David, leader d'opinion Jeunesse Insoumise au Gabon. Bienvenue à vous, Thierry Essam David. Merci. Et puis, dans ce plateau, il y a également Pascal Nkoulou, acteur politique gabonais. Bienvenue à vous, monsieur Pascal Nkoulou. Bonjour, monsieur. Alors, messieurs, avec vous, on parle bien sûr de ces sanctions de la CEIAC envers le Gabon, tout sachant que le siège, désormais, demeure toujours à Libreville. C'est ce que l'on peut retenir des dernières décisions qui ont été annoncées par l'institution d'entre-deux-jeux. Comment vous, en tant qu'observateur de la vie politique gabonaise, avez-vous vécu cette décision? Commençons bien sûr par vous, monsieur Pascal Nkoulou. Bon, il faut dire que, par principe, selon les codes qui régissent le fonctionnement de cet organisme international, il est prévu un certain nombre de mesures à l'encontre des situations intervenant dans le centre ou dans le genre de ce qui est considéré comme étant une intrusion des militaires dans la vie politique. Et pour se prémunir de la récurrence de ce qui avait souvent été le cas dans le passé, dans un certain nombre de pays africains, les chefs d'État avaient estimé qu'il était nécessaire de mettre en parenthèse tous ceux qui accédaient au pouvoir par ce type de procédure. Donc, c'est une mesure de prudence, de protection, mais également une volonté d'inciter à ce qu'il y ait une meilleure prise en compte des aspirations des populations par la mise en place des processus démocratiques pour gérer le pouvoir. Ce n'est donc pas à considérer comme étant un coup de massue donné au processus qui est nouvellement engagé dans notre pays, mais c'est un texte qui existe et ce texte a simplement fait l'objet d'une application stricte, comme on dit. Il y a l'esprit, il y a la loi. Donc, à mon niveau, je crois qu'il faut comprendre et interpréter cette situation comme étant une application simple d'une disposition qui existe dans le cadre d'un règlement intérieur, d'une institution, d'un organisme international. D'accord. Thierry Essam David, votre point de vue d'entre-deux-jeux? Mon point de vue déjà d'entre-deux-jeux, c'est de condamner cet acte. C'est un acte quand même qui porte énormément atteinte d'ailleurs à la dignité du peuple gabonais, atteinte à nos autorités, parce que nous considérons ces sanctions comme un risque énorme, parce que ceux qui considèrent ce qui arrive au Gabon comme un coup d'État militaire, nous, au niveau de la population, nous considérons cela comme une espèce de liberté. C'est une liberté de 56 ans de règne de pouvoir, sans discontinuité du système Bongo-PDG qui a d'ailleurs écrasé la population. La population est restée dans la misère, la pauvreté la plus abjecte et sauvage. Or, l'arrivée justement de Brice Oligui Nguema pour le Gabon constitue une véritable bouffée d'oxygène. Et aujourd'hui, il y a plusieurs efforts qui ont été consentis dans le sens justement de restaurer l'honneur, la dignité du peuple gabonais au travers du chronogramme qui a d'ailleurs été mis en place par le président de la transition. Donc, on ne comprend pas trop bien ces sanctions-là, mais sur le plan diplomatique, c'est un véritable camouflet. Un camouflet dans le sens où on ne peut pas en même temps suspendre la délocalisation du siège pour le ramener au Gabon et en même temps maintenir des sanctions. Sachant bien que ces sanctions vont peser justement sur l'économie de notre pays, sur la croissance, mais également sur les conditions de vie et existence des Gabonais. Donc nous, en tant que leaders d'opinion, nous condamnons ces sanctions. Au contraire, ils auraient dû faire preuve d'une certaine vigilance et retenue prudente parce qu'il est bien vrai que le Gabon a été sanctionné, mais nous savons que tous ces pays-là également ont été victimes de coups d'État constitutionnels, de coups d'État militaires également. Donc, il n'y a pas un État qui peut donner des leçons au peuple gabonais. Alors, justement, Pascal Nkoulou, pour entrer dans le vif du sujet, comment considérer également ces sanctions, même s'il n'y a que des textes existent, mais quand on regarde, à côté du Gabon, d'autres États ont vécu des situations similaires, sinon avec des bains de sang parfois. Bon, il y a ce qu'on appelle en droit la cause de l'acte jugé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, autant la loi n'est pas rétroactive, autant on ne peut pas anticiper sur des situations à venir en mettant un ensemble de précautions pour que chacun veille à respecter les différentes conventions en termes de consignes pour bien fonctionner ensemble. La CAC est un organisme international dont le but principal est à la fois d'assurer qu'il y ait un meilleur essor économique pour l'ensemble des pays membres, mais également d'assurer aussi les éléments sécuritaires. Et vous savez bien que dans les années 70-80,
les coups d'État étaient légion. Certains, peut-être justifiés, d'autres pas. Il fallait donc trouver des mesures de prudence qui éliminaient de facto cette voie d'accès au pouvoir. Pour certains, elle était légitime, pour d'autres, elle n'était pas du tout. Donc, il fallait mettre un juste équilibre. Et en matière de droit, on essaie de mettre des textes qui font en sorte que, à la fois les populations dont l'aspiration est d'avoir des gouvernants qu'ils élisent eux-mêmes, mais aussi, comme Rawling l'avait dit, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une situation d'atomisation forte d'une population, l'armée peut intervenir pour repositionner les charges constitutionnelles. Pour ce qui est du cas du Gabon, c'est vrai que sur le plan local, nous saluons cette situation du fait de l'arrivée, donc de la prise en main par l'État des militaires, mais sur le plan international, il y a des textes qui existent. Il revient, et je crois que c'est ce que le Est-ce président... que ces textes ne doivent pas tenir compte également de la réalité des vies des populations, du bien-être de ces populations, tout d'abord? Oui, mais c'est pour ça que je disais que c'est effectivement aujourd'hui ce que le président de la transition essaie de faire. Parce qu'on a l'impression que ce sont des textes qui ont été conçus pour les chefs d'État africains qui s'éternisent au pouvoir. Bon, c'est déjà... Parce qu'on protège justement un pays d'un coup d'État, mais on ne pense pas aux retombées sur la population, par exemple. Oui, mais c'est pour ça que ces textes-là existent. Parce que bon, le coup d'État militaire, pour ne parler que de... Parce qu'il y a des coups d'État constitutionnels, du fait que des chefs d'État trafiquent des textes constitutionnels pour s'offrir un troisième mandat, pour avoir des textes qui permettent qu'il y ait une élection facile. Mais malheureusement, il se trouve que dans le cadre de la communauté économique d'Afrique centrale, les coups d'État tels que définis, c'est l'entrée, donc l'intrusion des militaires dans le processus politique d'une nation, telle qu'elle soit. Et quelquefois, c'est le cas du Gabon, je vais m'en tenir uniquement à ce cas, il se trouve que ce coup d'État qui est intervenu le 30 août a permis au Gabon aujourd'hui d'avoir une autre posture sur le plan économique, sur le plan politique. Il revient au président de la transition d'expliquer ce pourquoi cette posture a dû être opérée dans notre pays. Et je crois, comme le disait tout à l'heure M. Thierry, M. Obiangema, M. Sassou et d'autres chefs d'État de la sous-région qui ont eu un profil militaire il n'y a pas longtemps, savent effectivement l'importance qu'il y a d'intervenir pour permettre au peuple, donc vous faites État, d'avoir de nouveau confiance aux institutions qui régissent leur pays. Et pourtant, justement, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui-Nguema, a effectué une visite dans la sous-région pour expliquer à ses pairs qu'est-ce qui a causé justement cette prise de pouvoir par les militaires, donc ce coup d'éclat pour le Gabon. Comment donc expliquer la position de la CEAC dont les principaux dirigeants sont les chefs d'État africains rencontrés par le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema? Mais cette position-là ne se justifie pas clairement, pour la simple raison que dans cette communauté-là, nous avons également la situation du Tchad. Et la situation du Tchad qui est également assez préoccupante. Or, nous avons vu cette situation du Tchad-là qui n'a pas véritablement eu des sanctions à peu près semblables aux nôtres. Or, nous avons fait ce que nous appelons le coup de la liberté. Donc, cette opération qui consistait, et j'insiste, à débarrasser ce système rétrograde avilissant qui est en train de meurtrir la population. Donc, nous continuons à penser que ces sanctions-là ont été utilisées tout simplement dans le sens de vouloir déstabiliser notre pays. C'est une espèce de complot parce que nous pensons que les lois sont faites pour être appliquées, il est bien vrai, mais également les lois ne doivent pas être appliquées à géométrie variable. Il s'agit de faire respecter la loi dans toute sa géométrie. Avez-vous l'impression qu'au niveau de la CEAC, il y a comme en deux poids, deux mesures? Mais absolument, il y a une espèce de manipulation. Je vous ai pris le cas du Tchad, qui est également un pays de la communauté. Et le Tchad, aujourd'hui, nous avons vu lorsque le président a pu accéder au pouvoir, il y a eu très peu de condamnations. Essayez un peu de comparer cette CEAC avec ce qui se passe au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez bien qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a une véritable intégration régionale, une intégration sur le plan politique, une intégration sur le plan économique et social. Or, au niveau de la CEAC, on voit bien que c'est une espèce d'intégration politique qui ne dit même pas son nom, parce qu'on arrive à politiser cette intégration-là, alors que derrière cette intégration-là, nous avons d'autres mesures, l'intégration économique, l'intégration sociale, etc., etc. Donc, s'arc-bouter sur les sanctions à l'endroit des autorités gabonaises ne peut pas être justifié parce qu'on a bien vu le ballet diplomatique qui est en train d'être organisé par
notre président de la transition, il allait un peu partout, mais malheureusement, c'est le cas de l'Angola qui fait litige. Jusqu'à présent, notre chef d'État n'a pas pu se rendre en Angola pour justement expliquer l'origine ou bien les mécanismes qui ont prévalu pour arriver à ce coup d'État. Et là, je voudrais également attirer l'attention des diplomates gabonais parce que nous avons également l'ancien président de l'Union africaine, Jean-Ping Okoka, et qui a également décidé d'accompagner le président de la transition. Peut-être que c'est l'occasion également pour les diplomates gabonais de véritablement s'asseoir pour essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent également aider cette transition-là à pouvoir arriver dans le sens de l'apaisement, dans le sens de ramener justement la CEAC à des meilleurs sentiments parce que la difficulté, c'est que c'est le peuple gabonais qui va encore en souffrir et ce n'est pas rien. Ces sanctions, quand même, vont peser de beaucoup sur notre économie, sur l'essor justement de notre félicité. Alors, parlons justement de financement. Le Gabon est un modèle, sinon le bon élève de la communauté économique des États d'Afrique centrale, puisque étant même à jour de ses cotisations, avec une avance sur les autres États. Comment expliquer qu'une telle décision, sinon que de telles sanctions soient prises contre le pays, qui est d'ailleurs le bon exemple, qui est à jour de ses cotisations et qui a même d'ailleurs une avance sur ses ardoises? Je crois que, en toute bonne foi, gardons-nous de considérer la mesure d'une application d'un texte à une décision prise. Il y a une décision, c'est un texte qui existe. L'application de ce texte ne devrait pas être interprétée comme étant une volonté des autres chefs d'État de l'Afrique centrale de réduire le Gabon ou de l'exclure. C'est une application d'un texte qui existe. Ça finalement tout l'air. Oui, ça peut se comprendre comme ça. Mais de manière évidente par rapport au cas du Tchad, je voudrais mettre un petit bémol. Au Tchad, il n'y a pas eu de coup d'État. Le président d'exercice est décédé à la suite d'une opération militaire. Et il y a eu une réorganisation interne dans cette nation qui a conduit à la prise au pouvoir par un des fils du président tchadien. Même si la Constitution là-bas ne disait pas. Oui. Il y a eu un coup d'État constitutionnel. Mais toujours est-il qu'il n'y a pas eu une interruption comme dans le cas du Gabon. Il faut qu'on soit conséquent avec nous-mêmes. Nous acceptons l'intervention des militaires au Gabon. Elle était salutaire pour plusieurs raisons. Autant nous devons reconnaître que nous sommes tenus aussi parce que c'est des textes qui régissent le bon fonctionnement de la communauté. Vous savez, aujourd'hui, si chacun avait à faire et à penser justifier alors que la loi le condamne ou l'interdit, c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, le Gabon est certes l'un des meilleurs, comme vous l'avez dit, élèves de la CAC, mais le Gabon est tenu d'obéir au texte de la CAC. Le rôle du président actuel, donc de M. Oligui Nguema, c'est de repréciser et d'aller dans le sens de ce que lui-même a déjà décliné sur le plan du chronogramme, à savoir que le retour à l'ordre constitutionnel civil se fera dans 2 ans. C'est à ce niveau-là... Mais comment on peut donner des sanctions à un pays pour lequel, oui, il y a une interruption de l'ordre constitutionnel, une transition est entamée, un chronogramme est tout de même donné pour la durée de cette transition, mais l'on donne quand même des sanctions à un tel pays, à un tel système politique, soit-il militaire, pourtant qui décline clairement ses ambitions et les met en œuvre. Comment expliquer? Je crois que les chefs d'État, je vais peut-être souvent insister sur cet aspect de choses, les chefs d'État de la CAC n'ont pas d'autre choix que de respecter les textes qu'ils ont eux-mêmes votés. C'est cette catégorie. Maintenant, il faut voir au travers de ce qui a été décidé, l'attitude, par exemple, le discours tenu par le président Théodore Obiang-Nguema de la Guinée équatoriale, qui a dit que le Gabon avait toute sa place au cours de cette instance, donc de cette réunion des chefs d'État de la CAC. C'est une ouverture. Cette ouverture est une façon diplomatique et politique d'inviter le président de l'État gabonais à poursuivre sur la lancée qu'il s'est donnée lui-même, à savoir cette ouverture inclusive vers l'ensemble des forces de la nation pour gouverner ensemble, mais également pour mettre en place toute la batterie de procédures devant conduire à des organisations publiques d'ici, je crois, la période fixée, c'est août 2025. Donc, à partir de ce moment, qui en sanctionne? Monsieur Pascal Nkoulou, le Gabon et son peuple, ou alors la transition et les militaires qui dirigent la transition? Bon, écoutez, vous savez... Puisque ces sanctions ont des conséquences sur le peuple gabonais. Bon, je vais certainement caricaturer, mais je vais vous prendre un exemple simple. Vous voyez, dans le monde du football, il y a un certain nombre de tests qui existent.
Si vous arrivez à l'heure, vous êtes sanctionné. Ce n'est pas qu'on veut vous sanctionner, mais on applique les textes. Si vous avez, par exemple, dans le cadre du cours du jeu, vous avez un geste violent, il est prévu qu'on vous donne un carton rouge. Ce n'est pas, c'est des choses, comme on dit, ces choses sont là pour encadrer et pour rendre fluide, je dois dire, la vie communautaire. Cette vie communautaire, malheureusement, se joue à deux niveaux. Elle se joue sur le plan local, elle se joue sur le plan international. Parce que, comme vous le savez, une organisation comme la CAC est une organisation supranationale. Donc, des lois sont prises et ces lois s'imposent de facto aux États. Ce n'est pas orienté, c'est-à-dire, on n'attendait pas que le Gabon agisse de cette façon pour que ces mesures soient prises. On attend que tous les États veillent à ce que ce type de situation ne se réalise pas, donc ne se produise pas dans leur pays. Dans ce cas d'espèce, aucune mesure de cette nature ne va être prise à l'encontre d'un État. Bon, malheureusement et heureusement à la fois, le Gabon s'est inscrit dans un processus avec une intervention militaire. Les chefs d'État n'ont pas d'autre choix que de regarder les textes de la CAC. Est-ce qu'on peut y apporter une souplesse? Je crois qu'ils nous ont donné une réponse positive en maintenant le siège de la CAC au Gabon. À partir de ce moment, qui paie les charges? Je vous pose une question que se posent beaucoup de Gabonais dans nos quartiers. D'accord, le siège maintenu à Libreville, le Gabon n'étant plus à la table de décision, mais qui paie les charges de cette institution? Puisque si l'on se souvient de l'histoire, même les réformes de la CEAC ont été menées à partir de Libreville au Gabon sous Omar Bongo Ondimba. Qui paie les charges? Vous savez, M. Agaya, le Gabon a toujours été le meilleur élève de la communauté économique des États d'Afrique centrale, en termes de tout. Le Gabon, sur le plan politique, sur le plan démocratique, est une véritable référence. Il est bien vrai qu'aujourd'hui, nous avons un processus qui a été déclenché, à part l'intrusion des forces de défense et de sécurité, dans notre ordonnancement démocratique, mais les causes ont été bel et bien élaborées. Celui qui paie les charges, c'est bel et bien le Gabon, mais le Gabon a fait preuve, comme par le passé, par le paiement d'ailleurs de sa dette extérieure. Vous avez bien vu qu'au niveau de la communauté financière internationale également, il y a eu des sanctions. Et le Gabon n'est pas passé outre. Le Gabon a pu payer sa dette intérieure et qui a donné une certaine crédibilité auprès de ces organisations. Et ces organisations-là, malgré leur statut également, sont revenues jusqu'à assister également le Gabon, apporter des aides encore substantielles pour pouvoir impulser le processus de croissance de notre pays. Donc, la loi n'est pas là seulement pour exercer le caractère punitif. La loi a également ce caractère pédagogique, ce caractère didactique, instructif pour arriver également à une certaine compréhension pour que nous arrivions à des circonstances atténuantes. Or là, le maintien de ces sanctions, on voit bien que ce sont des circonstances aggravantes qui vont une fois de plus décrédibiliser non seulement notre État, mais en plus de jeter les populations dans une espèce de misère. Et sans cela, que nous ne sommes pas d'accord. Et il est bien vrai que c'est un organe communautaire, mais il y a le principe du droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, c'est le premier principe fondateur d'un État. Donc, le principe de disposer d'eux-mêmes, c'est que le Gabon également a sa manière de comprendre le progrès, le développement. Et j'insiste pour dire que dès lors que ceux qui sont ceux-là, les détenteurs du pouvoir, c'est-à-dire le peuple, arrivent justement à accepter cette transition militaire, quoi qu'on puisse le dire, mais je ne vois pas pour quelle raison est-ce que les gens vont s'arc-bouter sur les sanctions. Il s'agit également de comprendre que le peuple gabonais aspirait à une certaine liberté, aspirait à un certain renouveau démocratique et qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les forces de défense et de sécurité arrivent à jouer le rôle qui est le leur, arrivent à sécuriser notre territoire, arrivent à donner le minimum au peuple gabonais et c'est ce que le peuple recherche. Donc, il faut que ces sanctions également puissent être revues pour que le Gabon puisse continuer ce processus démocratique en respectant déjà le cadre normatif qui a été établi par le président de la transition. On a bien parlé d'un chronogramme, on a bien parlé d'un dialogue national, on a bien parlé d'un référendum. Donc, il y a toutes les garanties qui font en sorte que nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que cette communauté-là puisse s'arc-bouter dans ces sanctions. D'accord, on va y aller au pas de course avant la fin de cette première partie oui, de l'émission. Je voudrais rapidement revenir. Je veux dire que l'acceptation ou l'acceptation, la tolérance accordée au peuple, la tolérance accordée aux militaires par le peuple gabonais a été prise en compte. Vous savez,
nous sommes aujourd'hui inscrits sur un processus évolutif. Depuis 1990, les chefs d'État africains, de manière globale, sont inscrits sur la voie de la démocratie. Or, cette voie de la démocratie a des exigences. Le cas du Gabon ne peut pas être un cas isolé. Le cas du Gabon doit être pris de manière générale. Et tout en prenant effectivement en compte la volonté populaire. Cette volonté populaire a été prise en compte par les chefs d'État qui ont bien voulu accepter que le chef de l'État gabonais participe aux travaux de la CEC, étant entendu que la suspension d'un État suppose la mise à l'écart, comme ils l'ont dit, dans le cadre des travaux de tout organisme lié à la CAC. Il y a été invité, il s'y est exprimé et les autres lui ont donné la possibilité de confirmer sa bonne volonté. Je crois que c'est cet élément positif qu'il faut garder. Qui perd les charges? Mais comme vous le savez, comme dans tout organisme international, il y a un ensemble de mécanismes qui lient les États entre eux pour soutenir et le fonctionnement et le personnel qui travaille, mais également un ensemble de collaborations qui font en sorte que ce soit sur le plan des relations diplomatiques, tous les États contribuent. Malheureusement, même quand d'autres, pour respecter leurs engagements, c'est souvent avec beaucoup de difficultés. Et que le Gabon montre toujours l'exemple. Mais le Gabon va continuer d'honorer ses engagements. À partir de ce moment, intervient une question, messieurs, que nous allons développer en deuxième partie de cette émission, parce que nous allons regarder ensemble un élément. Est-ce qu'il y aurait une crainte qu'aujourd'hui, les événements du Gabon se développent dans toute la sous-région Afrique centrale, et donc il faut pouvoir mettre le Gabon à l'écart d'un certain nombre de décisions? Est-ce que ce serait la crainte, justement, de ce vent de coup de libération pour les autres États d'Afrique centrale qui serait la cause de ce genre de décision? Messieurs, c'est la question à laquelle nous allons apporter des réponses en deuxième partie de cette émission. Je vous propose de regarder cet élément qui évoque bien sûr l'intérêt de préserver tout d'abord le peuple gabonais, même quand des décisions sont prises au plus haut sommet des institutions sur le plan continental. Paisible et inclusif. Le premier désigne la paix, ce qui ne s'agite pas, ce qui n'est pas agressif. Le second, quant à lui, rappelle ce qui contient en soi quelque chose d'autre qui intègre une personne ou un groupe en mettant fin à leur exclusion. Ces deux mots, mis ensemble, pourraient nous permettre de rêver d'un Gabon plus inclusif et solidaire. Le 30 août 2023, les forces de sécurité ont décidé de répondre à l'appel de la patrie en écrivant en lettres de responsabilité cette nouvelle page de l'histoire du Gabon. Depuis le 30 août à 4h40, date de la diffusion du premier communiqué de CETERI, le président de la transition a opté pour une gestion consensuelle et inclusive pour asseoir une culture des résultats. Les premiers actes posés par le chef de l'État étaient axés sur l'exigence de valoriser certains principes élémentaires de gouvernance qui étaient, jusqu'au 30 août, rangés dans les tiroirs, du tout pour nous et rien pour ceux qui pourtant nous ont porté la tête du Gabon, selon certains chiffres. Suivez mon regard. En 4 mois, des résultats ont été enregistrés. Cohésion entre les fils du Gabon, qui ne se parlaient plus à cause de la politique, de l'argent et du positionnement social. Retour aux fondamentaux avec la levée des couleurs et le chant de l'hymne national. Mise en place des institutions de la transition, dégel des recrutements à la fonction publique, paiement d'une partie de la dette extérieure et intérieure, réhabilitation de plusieurs voiries dans les 9 provinces, plusieurs mesures dans les secteurs de l'éducation, de la santé, du logement, de l'économie ont été prises. En 4 mois, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a fait le tour de la sous-région. Il a participé à plusieurs rencontres internationales, au sommet Arabie Saoudite-Afrique, à la COP28, après le sommet des 3 bassins à Brazzaville. Ce chapelet de réalisation montre la volonté des autorités de travailler pour la restauration de la dignité des Gabonais. Axe stratégique 1 des 6 que compte le chronogramme de la transition. Alors, comment comprendre que cet effort des autorités gabonaises ne soit pas félicité et que les sanctions soient levées? S'il est vrai que la vie en communauté obéit à certaines exigences, il est tout aussi vrai que le vivre ensemble doit être porté par des institutions et réseaux sortis des aspirations des peuples de cette communauté. Le contexte d'africanisation démocratique dans lequel les institutions s'inscrivent doit fondamentalement être axé sur le respect des aspirations profondes de chaque peuple. Fort de ce qui précède et devant le jugement paisible et inclusif
de la situation d'exception que traverse le Gabon depuis le 30 août, la communauté devrait éplucher tous les contours dans l'intérêt du peuple gabonais. Car la légitimité du coup de libération vient du peuple gabonais. Celui-ci démontre, en adhérant au coup d'éclat du 30 août, sa détermination pour le changement. Il a clairement exprimé son soutien à la transition, à chacun d'en tenir compte. Le président de la transition a été reçu par plusieurs dirigeants d'institutions internationales à ce jour. Aucun ambassadeur n'a été rappelé par son pays. Actuellement, aux Nations Unies, le président de la transition multiplie les rencontres. Des centaines d'investisseurs frappent aux portes du Gabon. Ce bilan des 4 mois du CTRI à la tête du Gabon doit pouvoir orienter les choix de certains sur le maintien ou non des sanctions sur le Gabon et savoir raison garder, car la seule légitimité vient du peuple qui détient, lui seul, le pouvoir de démontrer sa lucidité et sa maturité devant l'inacceptable. Le coup d'éclat du 30 août a sauvé le Gabon d'une forfaiture aux conséquences dramatiques. Les populations saluent l'acte de bravoure du CTRI et ont décidé de travailler avec les autorités pour le rayonnement du Gabon. Deuxième partie de cette émission, ce qui fait débat sur Gabon 24 avec nos invités, Thierry et Sam David, leader d'opinion Jeunesse Insoumise, Pascal Nkoulou, acteur politique, tous deux au Gabon. Messieurs, nous poursuivons cette émission, ce qui fait débat sur le thème relatif aux sanctions de la CEIAC, mais tout de même avec le siège maintenu à Libreville au Gabon. Nous nous posions la question en fin de première partie, est-ce que ce ne serait pas le vent nouveau qui souffle au Gabon qui serait la cause, sinon l'origine de la crainte des présidents africains? Voilà, tous ces présidents africains ont justement cette crainte-là. Et c'est une crainte qui est justifiée parce que nous avons pu observer sur pratiquement l'ensemble des pays francophones une certaine résurgence, un certain accaparement justement de pouvoir. Et les détenteurs exclusifs de pouvoir ont cette tendance-là à s'éterniser au pouvoir et sans que les meilleures conditions de vie et existence des populations ne puissent s'améliorer significativement. Et aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité avaient été insérées justement dans la norme juridique, à savoir qu'ils garantissent les régimes librement consentis par le peuple souverain. Or, ces acteurs politiques qui s'éternisent au pouvoir n'ont plus la légitimation justement de ce peuple-là. Et les forces de défense et de sécurité aujourd'hui arrivent à être une alternative pour arriver à donner un coup d'accélérateur sur le processus de changement dans les différents États. Et c'est ainsi que vous pouvez constater partout dans la sous-région cette intrusion des forces de défense et de sécurité qui viennent comme des libérateurs, des héros pour ces populations-là. Et lorsqu'ils arrivent également au pouvoir, on voit bien que les populations arrivent à accepter, arrivent à légitimer ces pouvoirs-là. Mais malheureusement, au niveau de l'extérieur, il faut également arriver à ce que ce pouvoir-là soit accepté. Et là, nous avons vu d'ailleurs dans votre documentaire que les ambassadeurs n'ont pas été rappelés. On voit bien que les institutions diplomatiques sont maintenues. Donc, il y a un effort pour certains pays, mais il y a d'autres pays qui arrivent à s'accommoder, comme le disait déjà mon frère Pascal Nkoulou, sur la nécessité pour eux de protéger justement les valeurs démocratiques, à savoir qu'il y a eu au niveau de la communauté internationale un fait, c'est que les détenteurs de pouvoir doivent l'obtenir par l'expression du suffrage universel, c'est-à-dire par la volonté du peuple. Et c'est en cela que la démocratie participative arrive à être aujourd'hui un obstacle par rapport aux velléités des forces de défense et de sécurité de pouvoir arriver au pouvoir par des voies militaires. Donc, nous comprenons aisément que les acteurs politiques et étatiques arrivent à se protéger, mais il faudra jouer leur partition jusqu'au bout. Et le cas du Gabon va également constituer une jurisprudence. Et j'insiste également sur le cas du Tchad, qui est également une jurisprudence pour que, à l'avenir, lorsqu'on émet un certain nombre de règles, mais que ces règles-là soient respectées par le plus grand nombre de compatriotes. Pascal Nkoulou. C'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir est-ce que le fait de l'acte militaire au Gabon
n'inquiéterait pas, comme on dit, les monuments qu'il y a au Congo, au Cameroun et dans d'autres pays d'Afrique centrale. Je pense simplement que si on avait à considérer cet élément, le président de la Guinée équatoriale était colonel lorsqu'il a opéré son putsch renversant le président Mathias Obiangema. Le président Sassou Nguesso, lui également, a dû opérer par des voies militaires pour sa première prise de pouvoir. Il va de soi qu'aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit l'élément qu'il faut mettre en avant. Ce qui est à considérer, à mon humble avis, c'est que de part et d'autre, tous les chefs d'État de la sous-région ont effectivement compris le bien fondé de ce qui s'est passé au Gabon. Mais il leur reste, comme tout le monde, vous êtes tenus par des engagements que vous-même, auxquels vous avez vous-même souscrit. Il faut donc à ce moment, comme on dit, je vais insister sur ce fait, il y a la lettre et il y a l'esprit de la lettre. La lettre dit, vous devez être sanctionné. Mais par esprit, par compassion, qui se disent, c'était la seule chose à faire en ce qui concerne le Gabon. On va donc leur laisser le siège. Et on va inciter les autorités politiques gabonaises à tout faire pour que ce type de situation qui reçoit l'adhésion des populations s'ancre définitivement dans le cursus institutionnel auquel nous avons tous adhéré. Est-ce qu'on ne fait pas souffrir la population? Je réinsiste sur cette question posée en première partie de cette émission. Lorsqu'on donne des sanctions dans le cas d'espèce pour le Gabon, oui, il y a un impact sur la population. Mais à côté de cela, le maintien du siège à Libreville, il peut se justifier par la stabilité du pays à ce moment même de cette transition, parce que si au Gabon, il y avait un bain de sang, ce siège ne serait pas resté à Libreville. Alors comment expliquer qu'en laissant le siège à Libreville, on reconnaît qu'il y a une stabilité au Gabon, mais l'on ne tient pas compte justement des populations? Bon, moi, je pense que tout ce que nous avons souhaité, c'est-à-dire que si on regarde sous ce format, on pourrait être amené à dire, bon, c'est mieux d'ignorer les textes. Non, les textes ne peuvent pas être ignorés. Les textes qui régissent le fonctionnement et l'organisation de la CAC existent, il faut en tenir compte. Donc, ce qu'il faut peut-être, ce qu'il faut ajouter, c'est il est souhaitable de les faire évoluer au cas par cas. En fonction de chaque situation, les textes devraient pouvoir s'adapter. Malheureusement, les textes de loi, on dit la loi est dure, mais c'est la loi. Donc, aujourd'hui, le cas du Gabon vient effectivement poser le problème sous un angle qui n'avait pas été au préalablement examiné par ceux qui ont adopté les textes actuels. Donc, c'est pour cela que dans cet effort de compréhension, les chefs d'État de la CAC ont jugé utile à la fois de faire appliquer les textes, mais de procéder par une ouverture en laissant le siège du fait de la stabilité qui existe. Et ensuite, il faut rappeler que s'il y a... Donc on reconnaît la stabilité, oui, mais on ne s'empêche pas de punir le peuple. Non, j'allais en venir. Maintenant, du fait qu'il y a cette organisation supranationale, il y a des accords bilatéraux entre les États, entre le Gabon et le Cameroun, il y a un certain nombre d'accords. La CAC est simplement un ensemble de mesures qui permet une fluidité sur l'ensemble de la sous-région. Cette fluidité, elle est d'ordre économique, elle est d'ordre de la mobilité des populations, elle est d'ordre sécuritaire. Donc, il faut intégrer tous les phénomènes. Le Gabon a été suspendu. C'est une suspension provisoire. Elle obéit à une certaine durée qui a été déjà définie même par les autorités gabonaises. Donc, c'est, comme on dit, c'est un chronogramme dans un chronogramme. Le tout aujourd'hui pour le Gabon, donc pour le peuple gabonais et pour les autorités gabonaises, c'est de réaffirmer à la face du monde, comme on dit, cette volonté de faire du Gabon et de maintenir au Gabon plutôt cet esprit démocratique qui, même dans le cadre de l'opération militaire, comme le président Oligui l'a qualifié comme étant d'un coup de salut pour la nation gabonaise, que cette et les Gabonais avec d'ailleurs. Voilà, que cette opération se transforme en acte fédérateur par rapport à la volonté populaire de démocratie qui existe au sein du peuple gabonais. Alors, comment expliquer justement le fait qu'aujourd'hui, il y a la CEAC qui sanctionne le Gabon, qui maintient ses sanctions en laissant le siège à Libreville, mais en allant au-dessus, sinon au-delà de tout cela, il y a par exemple l'ONU qui décide d'accompagner le Gabon. On a d'ailleurs le président Brice Clotaire Oligui Nguema qui a été reçu à l'ONU par Antonio Guterres. On aura les images grâce à l'équipe de réalisation. Comment qualifier cela lorsqu'on a l'ONU qui accorde de la crédibilité au Gabon et puis on a la CEAC qui se dit non, il ne faudrait certainement pas accorder cette même confiance au Gabon? Non, je voudrais quand même lever un bémol. Non, je pense que nous sommes tous tenus d'apprécier l'évolution de la situation politique au Gabon. Je crois que l'ONU également apprécie l'évolution de la situation politique au Gabon. Les responsables politiques de la CAC apprécient l'évolution de la situation politique au Gabon. Il se trouve simplement, et c'est important de le souligner,
Il y a une différence fondamentale entre l'Organisation des Nations Unies et la communauté économique d'Afrique centrale. C'est un peu le système des lois. C'est-à-dire, il y a une hiérarchie de lois. Lorsqu'une loi existe à un niveau, vous devez soit l'appliquer lorsque vous y avez souscrit ou ne pas l'appliquer. Or, il se trouve qu'au niveau des Nations Unies, il n'y a pas de mécanisme qui sanctionne les États en fonction du régime qu'ils ont. Donc, ce qui se fait, c'est que le secrétaire général... Si le Gabon avait un problème sécuritaire, l'ONU se serait prononcée. Justement. Mais il n'y a pas de dispositions qui disent, quelle que soit la forme de gouvernance qui existe, les Nations Unies doivent sanctionner votre État. Or, au niveau d'un certain nombre de structures sur le plan international, c'est le cas de l'Union européenne, c'est le cas de d'autres organismes, il y a des mesures qui existent pour permettre qu'il y ait une fluidité. La fluidité ici se sous-entend comme étant les mécanismes d'orientation qui conduisent les politiques sur le très long terme et non pas sur des initiatives isolées. Donc, tout ceci, c'est pour redonner aux populations justement la capacité à conduire leur volonté en la manifestant au niveau le plus élevé de leurs États. Mais qu'est-ce qui explique que le voisin le plus proche ait du mal à accepter de nouvelles dispositions prises par son autre voisin et puis que ce soit quelqu'un de très loin qui comprenne la nécessité? Monsieur Agaïa, la communauté économique des États de l'Afrique centrale ne se cantonne pas rien que sur le plan politique. C'est une communauté qui a un véritable intérêt sur l'intégration régionale. Et cette intégration est sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan scientifique. Pourquoi est-ce que cette communauté-là a du mal justement à pouvoir prouver aux yeux de l'opinion que nous avons une véritable intégration? Nous avons le cas d'Afrique de l'Ouest, qu'on peut citer en exemple. Nous voyons bien comment cette communauté-là s'organise là-bas. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ils arrivent déjà à un passeport commun, ils arrivent à réfléchir sur une monnaie commune, ils arrivent à libéraliser justement les flux migratoires, donc la flexibilité des capitaux, la mobilité des capitaux, des ressources humaines, etc. etc. Mais au niveau de la CERC, on ne parle que de la politique. Jusqu'à présent, on ne sent pas une véritable intégration pour pouvoir aider les populations à atteindre les fondamentaux du avec succès. Pourquoi est-ce que les gens arrivent à accroûter seulement sur le plan politique? Eh bien, c'est parce qu'ils ont des intérêts particuliers. Le Gabon, je continue à le dire, est un pays privilégié au sein de cette communauté et le Gabon doit être traité avec un certain nombre d'exigences. Donc, l'État gabonais, au travers du général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, a donné un certain nombre de garanties. Et par rapport à ces garanties, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que cette communauté-là arrive à rester figée, à rester rigide. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. On a bien vu comment nos diplomates là-bas ont été félicités par cette organisation. Et d'ailleurs, elle a donné sa caution morale pour pouvoir accompagner les autorités de transition. Il ne s'agit pas pour le système étatique d'enfoncer le Gabon dans des espèces de difficultés, mais il s'agit plutôt d'accompagner le processus de restitution, de restauration justement de nos institutions. Et là, je voudrais une fois de plus condamner également l'acte de Rwanda, de l'Angola. Et aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a une bataille diplomatique avec le rappel de notre ambassadeur pour consultation. C'est parce que les sanctions également ont une certaine incidence, une incidence pratique sur le niveau de vie des populations, sur leur pouvoir d'achat, sur une certaine crainte pour leur avenir. Donc les sanctions, ces sanctions-là, je les vois comme une espèce de complot, une main invisible et qui serait là dans le sens de vouloir déstabiliser notre État. Mais dans tous les cas, le Gabon, c'est un grand pays et nous serons justement remonter cette petite querelle diplomatique parce que nous avons foi aux autorités actuelles de notre pays et c'est un processus irréversible. Quelles que soient les sanctions, les populations ont choisi de légitimer les forces de défense et de sécurité pour une période qui a déjà été définie et nous attendons que ce processus-là puisse être respecté pour que le Gabon puisse véritablement retrouver sa place au sein de ces différentes institutions. J'ai l'impression que Pascal Nkoulou ne partage pas votre avis, surtout sur vos positions par rapport à la CEEAC. Non, je voulais simplement souligner que nous devons nous garder de donner au président Oligui
l'attitude révolutionnaire par révolution, c'est-à-dire que quelqu'un qui arrive, affirme des choses et puis trafique des tests comme ça c'est vu ailleurs pour se maintenir, ou par révolution qui prône des ruptures brutales. Le président Legué a tenu un discours souple, précis, régulier et responsable, en disant nous allons respecter tous nos engagements sur le plan international, parce qu'il savait évidemment que cet acte qui est condamné par un certain nombre d'organismes internationaux va causer au Gabon un certain nombre de situations dans la mise à l'écart du fait de ce qu'il y a des accords et des sanctions. Sanctions, ça veut dire pénalité. Sanctions, ça veut dire difficulté de participer ou de bénéficier des avantages qui sont octroyés dans le cadre de la dynamique communautaire. Donc, il doit expliquer. Et aujourd'hui, je disais, et j'insiste sur cet aspect, c'est-à-dire qu'il y a des accords d'ordre bilatéral, il y a des accords directs entre États. Le Cameroun et le Gabon ont un certain nombre d'accords. Le Cameroun et le Congo ont un certain nombre d'accords. Le Cameroun et la Guinée équatoriale ont des accords. Donc, c'est une façon habile pour les autres chefs de dire, nous soutenons, mais pour l'éthique et pour la morale sur le plan international, on ne peut pas d'emblée applaudir parce que nous-mêmes, nous avons souscrit au principe qu'il ne peut plus y avoir ce type d'arrivée à la tête de l'État dans le cadre de notre communauté, dans le cadre de notre sous-région. Mais, pour la circonstance, nous sommes sensibles à ce qui a été fait pour l'intérêt du peuple gabonais. Seulement, nous sommes tous tenus par des textes. Pour ce qui est, parce que ce que vient de dire M. Thierry semble courir les réseaux sociaux, je ne crois pas qu'il y ait une volonté de la part des autorités de l'Angola de boycotter le Gabon. Bien au contraire, le président angolais a été C'est son avis et nous respectons son avis. Le président angolais a été élu, comme tous les autres chefs d'État d'ailleurs, depuis quelque temps. Nous avons simplement, et je crois que c'est la dynamique aujourd'hui qu'incarne le Gabon. Le Gabon est un des majeurs de la CAC, c'est-à-dire, c'est comme on dit, c'est la locomotive, l'une des locomotives de cette communauté économique. Donc, il va de soi que si cette locomotive qui est la locomotive réduite à l'exécution des décisions. Si cette locomotive semble aborder sur un angle qui n'est pas celui défini par les tests, que les autres lui disent, bon, on veut bien te suivre, mais donne-nous des garanties. C'est aussi simple que ça. On te suit à condition de nous donner des garanties. Je crois que ces garanties, c'est ce que le président, en exercice de la CAC, a donné à ses pairs en leur disant, le Gabon s'est inscrit dans une marche qui nous semble correcte et qui répond aux exigences qu'impose notre volonté commune d'asseoir au niveau de notre sous-région une dynamique démocratique. Donc c'est quelque chose, à mon avis, nous devrions pour l'instant nous en contenter. Et par la suite, il revient, comme je l'ai déjà dit, aux autorités de notre pays d'accélérer le processus pour qu'effectivement le Gabon, qui est un des majeurs de la CAC, continue de jouer ce rôle d'impulseur vers une plus grande démocratie. Et là, je serai d'accord avec vous, c'est-à-dire que c'est peut-être l'exemple viendra du Gabon après les élections présidentielles qui vont être organisées en août 2025 pour que la dynamique démocratique qui souffre depuis un moment sur le continent envahisse également les autres États. C'est à ce qui me semble ce qui est à souhaiter. On voit bien la bonne foi, la bonne volonté justement des autorités gouvernementales actuelles. On a bien vu qu'ils ont mis en place un chronogramme de la transition. Et on a mis en place également une certaine possibilité pour le peuple gabonais d'apporter justement des propositions. Et là, il n'y a pas eu plusieurs personnes qui sont allées justement vers cet état de fait-là pour pouvoir proposer pour que le processus puisse également s'améliorer. Je pense que le Premier ministre a vu, il y a près de 17 245 propositions. Nous avons le référendum, la date du référendum qui a été établie. Nous avons le dialogue national, la date est ouverte. Nous avons l'organisation de l'élection qui a été fixée en août 2025. Donc nous voyons bien la bonne foi des autorités actuelles. Mais il faut que les acteurs politiques gabonais et même extérieurs également puissent jouer franc jeu. Il s'agit de cela. La difficulté, c'est qu'on se rend compte que certains ne veulent pas jouer franc jeu. Nous voyons bien que les autorités actuelles ont non seulement le souci de la restitution de nos institutions, mais également la recherche de l'amélioration significative des conditions de vie et d'existence des populations. Et nous voyons bien, en 4 mois, il y a eu plusieurs efforts qui ont été faits. Dans le cadre du dégel déjà et de la fonction publique, aujourd'hui, il y a plusieurs recrutements qui sont faits. Il y a dans le cadre également du paiement de la dette intérieure, dans le cadre de la recherche justement
de la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures. Donc, le chef de l'État se bat sur plusieurs fronts. À la fois sur le front intérieur, parce qu'il faut améliorer les conditions de vie et d'existence des populations. Et en 4 mois, nous voyons bien les efforts qui sont consentis. Il y a également sur le plan sécuritaire, nous voyons bien au niveau des frontières comment le chef de l'État est en train de mettre un certain nombre de mécanismes également pour pouvoir maintenir cette sécurité-là des populations. Et il y a le plan extérieur également. On voit bien le balai diplomatique. On voit bien les efforts qui sont consentis par le chef de l'État auprès d'autres... Sa participation à... Voilà, à de plusieurs grandes sommets rencontres, pour ouais. pouvoir expliquer justement le coût des avantages comparatifs de ce qu'eux, ils appellent le coup d'État militaire, que nous continuons à considérer comme une bouffée d'oxygène, un coup d'État de liberté, parce qu'on gouverne pour le peuple, on ne gouverne pas contre le peuple. Et c'est cela le principe démocratique. C'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais dès lors que le peuple arrive à légitimer justement celui qui est détenteur actuel des prérogatives de puissance publique, je vois mal et pourquoi est-ce qu'un certain nombre de chefs d'État ne pourront pas faire comme l'ONU, ne pourront pas faire comme d'autres États pour pouvoir accompagner le Gabon dans ce processus-là. Parce qu'il s'agit également de préserver l'intégrité du peuple gabonais, de préserver sa dignité, mais également aider... Et surtout de restaurer sa dignité. Ah, tout à fait. Messieurs, on va faire un dernier tour de table sur cette question. Et là, je repose la problématique pour qu'on y réponde. Est-ce que l'on pourrait se permettre de parler d'un paradoxe entre le fait de maintenir les sanctions et de garder le siège à Libreville? Finalement, que dire, Pascal Écoutez, Koulou? je crois qu'on aurait parlé de sanctions de manière globale si la décision de retirer le siège de la communauté au Gabon avait été maintenue. Or, il se trouve que les chefs d'État, en observant l'évolution des décisions et des mesures et des actes posés par le CTRI, a fait le constat qu'il y a eu une évolution positive. En observant l'attitude, donc l'acceptation des populations et la décision des populations d'accompagner le processus de transition, les chefs d'État de la CSC ont pris acte et c'est pour cela justement que le fait de maintenir le siège au Gabon est un acte d'approbation. Il se trouve simplement, vous savez, tout est une question de symbole. Il y a les langages diplomatiques, il y a ce que nous souhaitons. L'émotion ne gouverne pas avec l'émotion. On gouverne avec des principes et ces principes sont régis par des textes. Ouais. Donc, à partir de ce moment, ce qui a été exprimé, ce qui a été démontré est une volonté des chefs d'État d'encourager le processus politique en cours au Gabon. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et le fait de garder le siège au Gabon est une opportunité qui est offerte aux dirigeants gabonais d'accélérer les réformes qu'ils ont initiées. N'oublions pas que la CAC a commis un chef d'État en exercice pour le président Touadéra pour accompagner au quotidien l'ensemble des processus, des mécanismes qui vont être décidés par les autorités du CTRI. Donc, ça veut dire que progressivement, il y a des comptes rendus qui sont faits à la fois par le chef de l'État gabonais, mais également par le facilitateur dans le processus politique au Gabon, qui se trouve être un autre chef d'État. Et je voudrais ajouter également que peut-être à l'occasion, le président de la transition au Gabon devrait y associer les acteurs majeurs qui ont pris part à cette opération, qui l'ont validée au travers de leur positionnement actuel, notamment celui qui aurait dû être élu le président, le professeur Albert Ondossa, et également la responsable du Sénat, pour que tout le monde ait un écho de cette volonté participative de tous les acteurs politiques à la vie politique aujourd'hui du Gabon. Je crois que c'est des éléments importants. La main a été tendue, et puis à chacun d'avoir décidé de la prendre ou pas. Voilà. Oui, Thierry Sam David. Ben pour moi, c'est un camouflet diplomatique, hein, une espèce d'hypocrisie qui ne dit pas son nom, parce qu'on ne peut pas en même temps maintenir le siège et sanctionner justement notre État. C'est comme si on se tirait une balle dans le pied. Le Gabon est un bon élève, et ce n'est pas un bon élève d'aujourd'hui, c'est un bon élève depuis des années. Nous avons vu la diplomatie qui avait été conduite par l'ancien chef d'État, Omar Bongo Eliba, qui était une diplomatie préventive des conflits. Nous avons vu celle qui a été exercée par Ali Bongo et qui était une diplomatie verte, basée sur la protection d'un certain nombre d'essences. Aujourd'hui, nous voyons le président de la transition qui vient avec une diplomatie économique. Moi, je pense que le maintien de ces sanctions-là arrive justement à freiner l'élan de l'actuel détenteur exclusif du pouvoir qui est venu avec des idées innovantes.
des idées innovantes où il n'y a pas que de la politique, mais il faut également faire nourrir son peuple. Et il a pu l'affirmer lorsqu'il s'est retrouvé justement au sommet de Dubaï, où il a bien dit que le Gabon était bel et bien un bon élève en matière de protection de la diversité, en matière de protection d'un certain nombre d'espèces, mais qu'il fallait que ces pays-là puissent faire des efforts pour aider également les Gabonais à pouvoir se développer, aider les populations à avoir accès à des minima sociaux, atteindre des fondamentaux de développement avec succès. Moi, je pense que c'est la position, le nouveau leadership du président de la transition du Gabon qui gêne beaucoup d'acteurs politiques étatiques, parce que le Gabon est véritablement en train de reprendre sa liberté, de reprendre son économie, de reprendre ses actions, et c'est ce qui gêne. Et ça gêne énormément plusieurs États, parce que le Gabon était habitué à être leur vache laitière, un pays qui n'arrive pas à véritablement prendre ses engagements pour aider les populations à améliorer significativement leurs conditions. Donc, la diplomatie économique qui est conduite aujourd'hui par le président de la transition va s'accompagner également d'une certaine caution du peuple gabonais. Dès lors que cette caution-là est là, ben, ce qui se passe ailleurs, je ne dirais pas que nous importe peu, mais nous disons que nous allons aller vers ce processus-là d'intégration, mais il faut que le Gabon puisse sortir de là gagnant. Et c'est une manière également pour le peuple gabonais d'encourager les dirigeants actuels de ne pas se décourager, mais de continuer à poursuivre cet effort-là, justement, d'intégration, de restitution et de restauration de nos institutions. Et là, nous voyons bien que progressivement, les institutions gabonaises se mettent en place et nous sommes confiants. Nous espérons tout simplement que tous les acteurs en jeu vont jouer leur partition. Que ce soit les ONG, les partenaires au développement, les opérateurs économiques, la société civile, les partis politiques. On voit bien qu'il y a une espèce d'osmose de tous les corps sociaux, une dynamique qui arrive à être mise en place. Et cette dynamique-là ne pourra pas être ébranlée, quelles que soient les tentatives de déstabilisation ou de complot ou de mains invisibles qui seraient cachées là, dans le seul but là, de pouvoir freiner l'élan de l'actuel détenteur exclusif de pouvoir. Merci à vous, messieurs. Je rappelle que vous êtes Thierry Sam Davy, leader d'opinion Jeunesse Insoumise, Pascal Nkoulou, acteur politique. Messieurs, nous allons pouvoir nous dire au revoir, mais j'ai quand même envie de vous titiller. Qui paie les factures avec le siège de la CEAC à Libreville? Puisqu'il faut les de États l'eau, ont des contributions l'électricité. et chaque État participe à hauteur des taux qui ont été décidés par les chefs d'État. Il est hors de question qu'un seul État veuille prendre à lui la charge du siège, d'autant plus que les missions dévolues au siège profitent à l'ensemble des États. D'accord. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. À vous, téléspectateurs, nous vous laissons avec ce reportage qui revient bien sûr sur la dernière visite officielle à l'Organisation des Nations Unies du président de la transition au Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. J'aurai le plaisir de vous retrouver lors d'un autre débat sur Gabon 24. Au revoir. Ce sont des poignées de main chaleureuses entre le président de la transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, puis avec le président de la 78e Assemblée générale de la dite organisation, Denis Francis, témoigne de l'intérêt que porte ce forum mondial pour notre pays, le Gabon, à la suite du coup d'éclat du 30 août. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema fait le point des actes positifs enregistrés depuis cette date historique pour tous les Gabonais qui étaient avides de changement dans leur pays. Le secrétaire général des Nations Unies et le président de l'Assemblée générale des Nations Unies sont au courant de la situation qui se passe au Gabon. Ils apprécient surtout les évolutions de nos transitions. Ils sont pleinement heureux d'accompagner le Gabon dans cette phase. Donc c'est un chronogramme qui a été accepté au niveau de l'Organisation des Nations Unies. À l'heure où le Gabon achève la course de son mandat au Conseil de sécurité de l'ONU, le chef de l'État note son satisfecit pour le travail abattu durant le mandat qui a duré 2 ans. Nous avons rempli pleinement notre mission et nous sommes venus pour cela. La preuve, c'est que ce matin, ils ont été décorés au niveau de l'ambassade. Donc c'est un mandat qui a été réussi et je suis content pour eux, je suis content pour ces diplomates chevronnés qui ont travaillé avec le cœur et avec amour.
En marge de la rencontre avec le secrétaire général et le président de l'Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'État s'est entretenu tour à tour avec des hommes d'affaires dans les domaines de la santé et de l'environnement.